Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à VOA Afrique et à ses chaînes partenaires. Et merci surtout d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, votre rendez-vous d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. À ce micro, je suis Mohamedou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Dans cette nouvelle édition, nous parlons des maladies les plus fréquentes chez les enfants de 0 à 5 ans. Nous évoquerons le cas de la République démocratique du Congo avec le responsable de la prise en charge des maladies de l'enfant au ministère de la Santé. Nous avons le paludisme, nous avons la pneumonie qui attaque les voies respiratoires, et puis nous avons la diarrhée et nous avons la malnutrition qui est en même temps conséquence de ces trois autres. Nous parlerons aussi spécifiquement du VIH-Sida chez les enfants. Comme nous le verrons, la santé d'un enfant vivant avec le virus du sida nécessite une attention particulière. Cet enfant est mis sous traitement antirétroviral durant toute la vie, mais en même temps, il faut suivre son alimentation, sa vaccination, son développement psychomoteur. Et ce n'est qu'à ce prix qu'on peut avoir un enfant qui est comme tout enfant, qui est immunocompétent. Pour en savoir davantage, restez à l'écoute de ce programme. Et pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mamadou. Parlons tout d'abord de la 68e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui vient de se dérouler à Dakar, la capitale du Sénégal. Quelques 400 délégués ont étudié un nouveau rapport sur l'état de la santé en Afrique. Oui, Mamadou, dès l'entame des travaux, les délégués ont noté que le système de santé en Afrique ne fonctionne qu'à moitié de capacité. Ceci au moment où le continent reste confronté à Ebola et au choléra, mais aussi à un nombre inquiétant de cas de diabète ou de cancer. Le choléra, avec plus de 150 000 cas, dont 3 000 décès signalés dans 17 pays africains en 2017, est un grand sujet de préoccupation. Le problème d'Ebola est aussi bien présent et notre lutte doit être acharnée et novatrice, a déclaré David Perirenyatoa, le président de la session. À cette occasion, le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom, a une fois encore appelé son projet de couverture sanitaire universelle. Effectivement, 1 milliard de personnes de plus avec une couverture santé dès la naissance, 1 milliard de personnes mieux protégées des urgences médicales et 1 milliard de personnes de plus qui jouissent d'une meilleure santé et d'un meilleur bien-être. Ce sont les buts que nous devons atteindre ensemble d'ici à 2023 si nous voulons arriver aux objectifs de développement durable, a lancé le directeur général de l'OMS. En outre, les ministres de la Santé des pays africains ont convenu de prendre des mesures pour mettre un terme au choléra d'ici 2030, à travers notamment l'amélioration de la surveillance épidémiologique, la cartographie des points chauds du choléra, l'amélioration de l'accès au traitement en temps opportun, le renforcement de la surveillance transfrontalière, la promotion de l'engagement communautaire et l'utilisation du vaccin anticolérique oral, l'augmentation des investissements dans l'eau potable et l'assainissement en faveur des communautés les plus vulnérables. Des mesures sans doute déterminantes pour combattre le choléra. Le choléra qui continue à faire des victimes sur le continent, c'est le cas en Algérie où la maladie a réapparu début août pour la première fois depuis 22 ans. Tout à fait, Mohamedou. À la date du 28 août 2018, 62 cas de choléra ont été confirmés parmi les 172 personnes hospitalisées depuis le 7 août 2018, selon un communiqué du ministère algérien de la Santé. Ce ministère indique par ailleurs que 66 personnes ont pu sortir de l'hôpital. Aux dernières nouvelles, l'épidémie est désormais circonscrite à la préfecture de Blida, un des foyers de l'épidémie situé à une 50aine de kilomètres au sud d'Alger. Comme tu le faisais remarquer, Mohamedou, aucun cas de choléra n'avait été détecté en Algérie depuis 1996, tandis que la dernière épidémie d'ampleur remonte à 1986. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Pour finir cette page actualité, rendons-nous en RDC pour parler d'Ebola et de la polio. D'abord, Firmin, quelle est la situation concernant l'épidémie d'Ebola ? Alors Mamadou, la situation épidémiologique au 29 août 2018 était la suivante. 115 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 85 confirmés et 30 probables. Une nouvelle personne est guérie de la maladie. Concernant la campagne d'immunisation qui se déroule depuis le 8 août 2018,
4 645 personnes ont été vaccinées. Alors que des voix s'élèvent pour demander le report de la rentrée scolaire pour éviter les risques de propagation de la maladie, les autorités congolaises ont conseillé de maintenir la rentrée au 3 septembre tout en renforçant et systématisant les mesures d'hygiène dans chaque école. Et enfin, il y a une campagne de vaccination lancée le 29 août par le ministre congolais de la Santé. Pourquoi cette campagne, Firmin? Qui est concerné et quel est son objectif? Cette campagne concerne 16 provinces du pays, parmi lesquelles celle du Nord Kivu, dans laquelle sévit une épidémie d'Ebola. Dans cette province, la vaccination dans les zones affectées se déroulera lors d'une seconde phase après la maîtrise de l'épidémie. La campagne de vaccination cible les enfants de 0 à 5 ans. Elle survient dans un contexte particulier. Cette année, une vingtaine de cas de polio ont été enregistrés dans le pays alors que la RDC avait été proclamée pays exempt de circulation du poliovirus sauvage depuis 2015. Maladie rare, la polio est en voie d'éradication, mais la présence de la maladie dans quelques derniers bastions pourrait aboutir à ce que 200 000 nouveaux cas réapparaissent chaque année au cours des 10 ans à venir selon l'OMS. Et donc la vigilance doit rester de mise. D'où l'intérêt de la vaccination parce que pour le moment, il n'existe pas de traitement et le seul moyen de lutter contre la poliomyélite, c'est la prévention. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Quelques 5,6 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts en 2016 selon l'Organisation mondiale de la santé. L'Afrique subsaharienne demeure la région du monde qui enregistre le taux de mortalité le plus élevé. Un enfant sur 13 y meurt avant l'âge de 5 ans selon l'OMS. Dans cette édition, nous parlons des maladies infantiles les plus mortelles chez ces enfants. Il s'agit principalement de la pneumonie, de la diarrhée, le paludisme et la malnutrition. Cette situation concerne également la République démocratique du Congo, où nous avons rencontré le docteur Jean-Fidèle Ilunga. Il est le coordinateur de la stratégie de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au ministère de la Santé de la RDC. Ici, en République démocratique du Congo, il y a 4 problèmes majeurs en ce qui concerne la santé de l'enfant. Nous avons le paludisme, la malaria que tout le monde connaît. Nous avons la pneumonie, qui est une maladie qui attaque les poumons, les voies respiratoires. Et puis nous avons la diarrhée et nous avons la malnutrition. La malnutrition qui est en même temps conséquence de ces 3 autres, mais qui est également un facteur qui favorise la survenue de ces 3 autres maladies dont j'ai cité avant. Ça veut dire que si un enfant fait la malnutrition, il est facile qu'il va faire des diarrhées, mais si aussi il fait la diarrhée, c'est un enfant qui facilement peut développer la malnutrition. Donc il y a quelque part la malnutrition comme le fond de l'assiette pour tout le reste. Donc ce sont ces 3-là qui sont les maladies qui tuent beaucoup nos enfants ici et dont ils souffrent le plus. Alors, est-ce qu'on peut connaître les causes, les raisons pour lesquelles ces maladies, c'est-à-dire la diarrhée, les diarrhées, le paludisme, la pneumonie, sont les maladies les plus mortelles pour les enfants? Quelles sont les causes, quelles sont les raisons qui expliquent cela? Les premières raisons sont les raisons de l'environnement. Quand l'environnement n'est pas très favorable, ça favorise ces maladies. Je prends notre pays qui a beaucoup de rivières, il a beaucoup d'eau. Et vous avez également un climat chaud. Et vous savez que le climat chaud favorise beaucoup d'insectes, mais également de microbes. Contrairement au climat froid, il y a beaucoup d'autres insectes qui ne peuvent pas se développer dans le froid. Et ici chez nous, quand on parle de moustiques, quand on parle de mouches, quand on parle, c'est le climat chaud, donc ils n'ont pas, ça les favorise. Et donc les questions de l'environnement sont des questions fondamentales ici chez nous. Et la question du climat également, qui favorise un certain nombre des insectes qui circulent et qui sont en train de propager des microbes dans la population. Et vous savez, la gestion de l'eau ici chez nous, c'est un grand problème. L'eau est utilisée pour tout ce qui est jetable. On jette les sels dedans, on se lave dedans, et tout ce qui est mauvais, les égouts des toilettes, donc tout est jeté dans l'eau. Et maintenant, c'est cette eau-là, que parfois non bien traitée, les gens l'utilisent également pour
la boisson et également pour préparation de nourriture. Et donc vous comprenez que cet environnement favorise facilement les maladies de diarrhée, favorise facilement également les infections de voies respiratoires. Il y a également la pollution atmosphérique qui est également un gros problème ici chez nous. La gestion des fumées est difficile parce que près de 90% de la population utilise le charbon de bois ou le bois pour faire la cuisine. Et avec ça, ça dégage beaucoup de fumée, de gaz, et donc ça irrite les voies respiratoires des enfants et des femmes, et le problème de la pneumonie est permanent. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont assez sensibilisés sur le niveau de mortalité de ces maladies-là? Et j'en profite puisque vous êtes le coordinateur de la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant du pays. J'en profite pour vous demander quelles sont donc les stratégies mises en place pour combattre ces 3 maladies-là. Commençons par les stratégies. Nous travaillons pour faire de façon que les enfants soient protégés. Nous avons également des mesures de prévention. Et puis, quand ces 2 mesures-là échouent, il faut prendre les enfants en charge sous forme de traitement. Alors, il y a la sensibilisation de la population sur les facteurs qui favorisent les maladies, qui est un axe important. La gestion de la pollution de l'air, la gestion de l'eau, l'alimentation des enfants. Et c'est tout ça les éléments plus importants. Et en termes de protection, nous recommandons la vaccination. Notre calendrier vaccinal ici chez nous peut déjà protéger l'enfant contre une dizaine de maladies. Et il y a la question de l'allaitement maternel des enfants qui doivent dormir sous moustiquaire imprégné pour éviter la malaria. Et donc on a beaucoup de mesures qui sont déjà prises en compte et même vulgarisées suffisamment, même mises en application au niveau du pays. Et quand maintenant l'enfant, malgré cela, tombe malade, il y a toute une organisation pour le traitement des enfants. Et les traitements des enfants sont codifiés ici. Nous avons des protocoles standards pour la prise en charge. Il va se poser des questions ici chez nous de médicaments qui ne sont pas toujours disponibles dans les structures pour la prise en charge à temps. On est encore au stade de prescrire des médicaments aux parents qui doivent aller acheter. Et tout ça, ça fait parfois des contraintes du niveau de qualité des soins. Mais il y a également des problèmes des équipements, de matériel qu'on doit avoir au niveau des structures pour une prise en charge correcte et efficace des enfants. Ça pose des problèmes. Donc voilà, ici chez nous, c'est plus la sensibilisation, la vaccination, les moustiquaires imprégnés, l'allaitement maternel, l'alimentation correcte des enfants, la gestion de l'air, la gestion de l'eau, qui sont des grandes recommandations sur lesquelles nous sommes en train de pousser pour que toutes les personnes les appliquent, et ça va beaucoup protéger nos enfants. Le contexte sociopolitique déjà est assez difficile, le contexte économique et parfois même le contexte culturel, les gens, leurs habitudes et tout cela ne facilite pas la lutte. Est-ce que votre stratégie est facile à mettre en œuvre? Sinon, quelles sont les initiatives et les actions qui pourraient permettre d'améliorer, selon vous, la lutte contre ces 3 maladies? Oui, il y a des difficultés. Les difficultés, c'est d'abord l'étendue du pays. Quand vous êtes au niveau central, vous imaginez comment couvrir, atteindre tous les coins du pays. Ça, c'est déjà une difficulté. Avec tout ce qu'il y a comme infrastructure routière, la logistique est très très difficile à déployer partout au niveau du pays. Mais au moins, pour dire nos stratégies dans le cadre de la décentralisation, ça veut dire qu'on travaille par province. Et les provinces sont autonomes. Ils prennent les directives au niveau national, ils les intègrent au niveau de chaque province. Et donc ça, c'est un avantage de la décentralisation, mais actuellement, on peut dire qu'effectivement, nous vivons encore ces moments de difficultés pour atteindre tous les coins. Mais il y a également des contraintes de comportement des personnes. Vous savez, nous prenons l'expérience très importante de moustiquaires imprégnés d'insecticides. En tout cas, nous savons tous que si chaque enfant dort sous moustiquaire imprégné d'insecticides chaque nuit, en tout cas, les nombres de cas qui font le paludisme vont diminuer très sensiblement. Mais on a rendu disponible des moustiquaires, mais la pratique de dormir maintenant, ce qui dépend des ménages, c'est-à-dire que le niveau gouvernemental, le niveau de toutes les organisations, on a rendu disponible les moustiquaires, mais dormir seulement sous moustiquaire imprégné d'insecticides fait problème pour certains.
certains ménages. Donc vous comprenez que c'est encore une question comportementale dans laquelle on doit continuer à agir. Nous prenons des pratiques comme le lavage de mains. Vous savez que éviter les maladies diarrhéiques dans notre environnement, c'est laver les mains tout le temps. Et la couverture des ménages qui se lavent systématiquement les mains est toujours faible, bien que la pratique est connue. La vulgarisation, la sensibilisation, nous pensons que c'est quand même suffisamment fait. Mais il y a toujours des personnes qui n'arrivent pas à le faire. Comprenez que tout ce qui est changement, tout ce qui est comportement, c'est des choses, il faut encore prendre un peu du temps. L'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, une pratique naturelle. Nous savons que si vous pouvez donner seulement le sein maternel jusqu'à l'âge de 6 mois, ça peut éviter les maladies diarrhéiques, ça peut éviter les infections respiratoires, ça évite la malnutrition chez l'enfant et ça protège l'enfant pour plusieurs mois encore au-delà de ces 6 mois-là. Et ça peut réduire de 11% la mortalité de moins de 5 ans dans notre pays. Mais la couverture, même dans cette pratique naturelle, continue à être faible. Ça veut dire que là, malgré le message, malgré les actions, il y a encore du travail qu'il faut faire. Nous pensons qu'avec la stratégie de la santé communautaire, c'est-à-dire travailler par la communauté, dans la communauté, pour la communauté, et les communautés peuvent continuer à adopter de bonnes pratiques et à œuvrer pour la santé de chaque enfant. Nous pensons que dans les 2 ans, 3 années, si cette stratégie est vraiment bien mise en place, nous pouvons avoir quelques résultats sur les aspects comportementaux, mais aussi sur les interventions à haut impact qui doivent se réaliser dans notre communauté. Nous remercions le docteur Jean-Fidèle Ilunga. Il est le coordonnateur de la stratégie de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au ministère de la Santé de la RDC. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Si la pneumonie, la diarrhée, le paludisme et la malnutrition sont les principales causes de mortalité infantile en RDC et en Afrique subsaharienne en général, le VIH-Sida représente une menace supplémentaire. À en croire le NUSIDA, en l'absence de traitement, la moitié des enfants nés avec le VIH mourront avant l'âge de 2 ans et la majorité d'entre eux avant d'atteindre 5 ans. Et pourtant, il est possible d'éviter que les enfants naissent avec le VIH. Voici les explications du professeur Madeleine Folquet. Elle est pédiatre et chef de service de pédiatrie au centre hospitalier universitaire de Cocody en Côte d'Ivoire. Nous l'avons jointe depuis Abidjan. Quand on sait que la maman est séropositive, donc elle a été dépistée au cours des consultations prénatales ou bien pendant l'accouchement et qu'on a vu qu'elle était séropositive, dès que l'enfant sort, normalement, il est possible de savoir si cet enfant est infecté par le VIH. Donc, la détection peut se faire dès la naissance. Dans les pays développés, on le fait dès la naissance par des méthodes directes, c'est-à-dire par la PCR. Là, on met en évidence le virus. Donc, ça peut se faire dès la naissance, mais il faut répéter à 1 mois, 3 mois. Mais dans nos pays aux ressources limitées, on a choisi de faire cette méthode directe là, de détection à 6 semaines. À 6 semaines de vie, il n'y a pas encore de manifestation clinique de la maladie. On parle de dépistage précoce. L'enfant vient à 6 semaines, c'est-à-dire qu'il vient pour sa première dose de vaccination, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, etc. Et on profite du fait qu'il vienne pour sa vaccination pour faire sa PCR. Et normalement, au bout de 2 semaines, on a les résultats de cette PCR et on peut savoir si cet enfant est positif ou non. Donc, on ne choisit pas la sérologie VIH parce que la sérologie VIH met en évidence les anticorps. Et chez le nouveau-né, il y a transmission des anticorps maternels, ce qui fait que la sérologie sera positive sans pour autant nous dire que cet enfant est infecté par le virus. Donc, il faut faire le dépistage par la méthode directe qui est la PCR et qui se fait à 6 semaines. Donc, dès 6 semaines, ça prend 2 semaines ou à 1 mois pour avoir les résultats. Donc, disons, à 8 semaines, à 9 semaines, on peut déjà savoir si cet enfant est positif ou négatif. S'il est négatif, c'est qu'il est négatif. Mais si cet enfant est allaité, il faut refaire la PCR à l'arrêt de l'allaitement. Comme je vous ai dit, l'allaitement peut être source aussi de transmission d'une infection à VIH. Donc, il est possible. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des manifestations cliniques. Il faut vraiment faire le dépistage le plus précocement possible. Vous avez insisté sur le fait que la maman serait séropositive, mais il peut s'avérer que la maman est séronégative et que le père
est séropositif, est-ce que dans ce cas-là, il y a des risques de contamination si, par exemple, pendant la grossesse, on n'a pas détecté que la maman était séropositive, mais que le papa a été détecté séropositif? Est-ce qu'il y a des risques éventuellement de transmission que cet enfant soit positif? Un enfant est positif quand sa mère est positive. Donc, vous avez dit que le père est séropositif, mais la mère est séronégative. Mais elle peut s'infecter pendant sa grossesse. C'est-à-dire qu'elle a été dépistée négative, elle est enceinte et on sait qu'elle continue d'avoir des relations. Donc, elle peut s'infecter pendant qu'elle est enceinte là. Et là, il y aura un risque élevé parce que la charge virale sera élevée. Il y aura un risque élevé pour l'enfant. Mais si cette mère demeure négative, l'enfant sera négatif. Il faut que la maman soit positive pour que l'enfant soit positif. Donc, la sérologie est liée au statut de la maman. Voilà, la sérologie est liée au statut de la maman. C'est la mère qui contamine son enfant. Alors, est-ce qu'un enfant né séropositif est condamné à vivre toute sa vie en prenant les ARV, en suivant un traitement? Ou alors, dès la naissance, on peut rapidement circonscrire ou alors réduire ou même éliminer la charge chez l'enfant? D'accord. Vous avez vu, j'ai utilisé la PCR, pas la sérologie. C'est-à-dire PCR? Parce que la PCR, c'est la méthode directe. C'est pour voir si le virus est présent chez l'enfant, chez le nouveau-né. Parce que si vous faites la sérologie, ce sera positif parce que ce sont les anticorps maternels qui lui sont transmis. Donc, on ne sait pas encore s'il est vraiment infecté par le virus, si on fait la sérologie. Donc, il faut faire la PCR. Ça se fait à 6 semaines de vie. Dès qu'on fait cette PCR, que cette PCR revient positive, cet enfant-là, on lui fait un bilan et il est mis automatiquement sous traitement. Après avoir obtenu l'adhésion de la mère, parce que c'est elle qui va lui donner les médicaments, les antirétroviraux, il faut qu'elle comprenne le bien fondé du traitement antirétroviral. Et ce traitement antirétroviral, jusqu'à preuve du contraire, sera donné à vie. Ce traitement antirétroviral permettra à l'enfant de combattre l'infection à VIH, permettra à l'enfant d'avoir une charge virale qui est indétectable, donc de vivre comme tout autre enfant. Comment s'effectue de manière générale la prise en charge au-delà de la prise des ARV? Est-ce qu'il y a d'autres conseils pratiques que vous pouvez donner aux mamans, à nos auditeurs qui nous écoutent? Comment s'occuper d'un enfant? Est-ce qu'il y a des aspects nutritionnels? Est-ce qu'il y a d'autres aspects en dehors de la prise des ARV? Quand le dépistage est fait à 6 semaines et que ça revient positif, on fait un petit bilan qu'on appelle bilan initial. Et normalement, au dépistage précoce de 6 semaines, on associe la prise de cotrimazole, c'est le Bactrim, avant même qu'on ait les résultats. Parce qu'on a vu que ça permettait à l'enfant de ne pas faire des infections opportunistes. Ça joue un rôle aussi dans la prévention du paludisme. Donc, on fait la PCR à 6 semaines, l'enfant est mis sous cotrimazole. Et quand les résultats reviennent, que c'est négatif, on arrête le cotrimo. Ça veut dire que l'enfant n'est pas infecté par le VIH. Mais quand ça revient positif, on poursuit la mise sous cotrimazole et on fait un bilan initial à cet enfant. Et cet enfant est mis sous traitement antirétroviral. Comme je vous ai dit, ce traitement antirétroviral sera donné durant toute la vie, jusqu'à preuve du contraire. Mais en même temps, cet enfant est suivi comme les autres enfants, parce qu'il faut vraiment qu'il puisse se développer comme tout enfant qui est immunocompétent, qui n'a pas de problème. Donc, il faut suivre son alimentation, il faut suivre sa vaccination, il faut suivre son développement psychomoteur et staturopondéral. Et ce n'est qu'à ce prix qu'on peut avoir un enfant qui est VIH, qu'on ne peut pas reconnaître parmi les autres enfants. Voilà. Il faut vraiment qu'ils viennent régulièrement, chaque mois au début, ensuite une fois par trimestre, et on lui fera un bilan sanguin une fois tous les 6 mois, et on va suivre sa charge virale pour voir qu'il est indétectable et qu'il reste indétectable. Et là, franchement, on a nos enfants qui ont un bon développement staturopondéral, qui ont une bonne croissance, qui évoluent vraiment comme s'ils n'avaient rien. Mais c'est au prix d'une prise régulière des antirétroviraux et puis d'un conseil en alimentation parce qu'il faut qu'ils mangent de façon équilibrée pour se maintenir en bonne santé. Quels conseils donnez-vous aux mamans qui savent déjà qu'elles sont séropositives ou alors qui ne le savent peut-être pas? Comment faire pour éviter cette transmission-là? Je dirais déjà même que ça commence par nos adolescents. Il faut qu'ils puissent connaître leur statut sérologique. Et puis, s'ils sont négatifs, qu'ils adoptent des conduites qui leur permettent de préserver ce statut négatif.
c'est-à-dire avoir des relations sexuelles protégées ou bien s'abstenir de relations sexuelles si c'est possible. Mais pour une femme qui est enceinte, franchement, la porte d'entrée dans les soins pour nous, ça a été le suivi de la grossesse. Parce que quand la femme est enceinte, elle est plus apte à faire tous les examens et tout. Et donc, elle doit faire son dépistage. Ça doit être systématique. Si elle ne l'a pas fait avant, même si elle l'avait déjà fait, il faut le faire. Parce qu'on sait qu'il y a des moyens de pouvoir faire que l'enfant naisse sans être infecté par le VIH si la mère est positive. Donc, elle fait son test. Elle vient pour se faire suivre sa grossesse dans les structures sanitaires. Et là, on lui fera son test de dépistage. Si elle est positive, elle est mise automatiquement sous traitement antirétroviral. Et ce traitement antirétroviral la préserve, elle, mais ça permet pour elle d'avoir une charge virale indétectable. Et si elle est indétectable, le risque de transmission est vraiment inférieur à 1, il est quasi nul. Donc, ça nous permettra d'éliminer ces modes de contamination chez les enfants. Lorsqu'elle prend correctement son traitement et qu'elle accouche, l'enfant également, il est mis sous traitement pendant une courte période, une prophylaxie à la névirapine, et il faut revenir en 6 semaines pour faire sa PCR. Et c'est la PCR qui pourra nous dire si l'enfant est infecté ou non. Et généralement, si c'est bien suivi, ces antirétroviraux pris par la mère, si vraiment les conditions d'accouchement, l'alimentation protégée, si vraiment c'est bien fait, normalement, il est possible d'éliminer cette transmission mère-enfant de l'infection à VIH. Et maintenant, au niveau de l'alimentation, de l'allaitement que vous aviez évoqué tantôt, la femme qui est enceinte, qui est mise sous traitement antirétroviral, donc qui a sa charge virale qui est indétectable, peut nourrir son enfant avec son lait jusqu'à 1 an, c'est-à-dire à 6 mois, il n'aura que le lait, et puis à partir de 6 mois, on fait la diversification et elle peut continuer à lui donner son lait jusqu'à 1 an, en plus de la diversification. Et comme elle a une charge virale qui est indétectable, il y a un moindre risque pour elle de contaminer son enfant. Donc, ce qui a fait maintenant que nos mamans peuvent allaiter leur enfant comme toute autre femme qui est immunocompétente. Nous remercions le professeur Madeleine Folquet, pédiatre et chef du service de pédiatrie au Centre hospitalier universitaire de Cocody en Côte d'Ivoire. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé, vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps. Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux maladies infantiles les plus mortelles en Afrique subsaharienne où un enfant sur 13 meurt avant l'âge de 5 ans selon l'OMS. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Jean-Fidèle Ilunga, coordonnateur de la stratégie de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au ministère de la Santé de la RDC. Il nous a expliqué comment et pourquoi la pneumonie, le paludisme, la diarrhée et la malnutrition sont les maladies infantiles les plus dangereuses en RDC. Nous avons aussi écouté le professeur Madeleine Folquet, pédiatre et chef du service de pédiatrie au Centre hospitalier universitaire de Cocody en Côte d'Ivoire. Avec elle, nous avons abordé les cas spécifiques du VIH-Sida qui favorisent les maladies opportunistes chez les enfants. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabrielina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Semouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thiero et de Davis Magnus qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.